Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce vendredi soir. Aujourd'hui, nous sommes donc le vendredi 25 février et c'est bonsoir Annie et c'est le soir du live. Je me présente, je m'appelle Idriss, j'ai 40 ans et une fois par semaine, je fais des lives sur Facebook pour vous parler de mes petits coups de cœur, lecture, BD, manga, comics, que ce soit des nouveautés qu'on vient de recevoir ou des bonsoir maman ou des séries, des grands classiques. Donc ce soir, on va être plus basé sur de la nouveauté. Bonsoir Ingrid. Aussi bien BD, manga et un petit clin d'œil à l'actualité question comics. Donc ce soir, je vais commencer donc par deux mangas. Et le premier manga que je vais vous parler ce soir, c'est Togen Anki. Donc sorti aux éditions Kana. C'est une série. Bonsoir Dimitri. C'est un shonen qui est sorti donc en France là au mois de février 2022. Nous en sommes à 6 volumes parus au Japon. On a eu pour cette sortie 2 volumes en France et on est dans un genre shonen. Avant d'aller plus loin dans le truc, je vais vous lire le petit résumé. Une légende raconte qu'un enfant extrêmement fort serait né d'une pêche et baptisé Momotaro. Lorsqu'il devint assez grand et puissant, ce valeureux guerrier aurait chassé les Oni, qui pillaient les villages. Ce héros n'est pas une légende, tout comme les Oni. Leurs descendants sont encore parmi nous et la bataille opposant les clans Momotaro au clan des Oni fait rage. Shiki est un jeune garçon au sang chaud. Alors qu'il vient de se faire renvoyer de l'école, il prend conscience qu'il possède du sang d'Oni. Le clan Momotaro le cherche et veut l'éliminer. La quête de liberté de Shiki et des autres Oni commence. Hey, salut Dylan! Donc du coup, Togen Anki, c'est un shonen de base, à mi-chemin entre un Jujutsu Kaisen, un Demon Slayer, un My Hero Academia. C'est un shonen que je recommanderais à partir du collège, parce que c'est un petit peu costaud quand même au niveau de l'action. Mais c'est un excellent shonen. Il n'invente rien. On prend vraiment plusieurs petits mécanismes qu'on a déjà lus dans plusieurs mangas, mais ça marche bien. Le côté faire appel aux légendes japonaises, les Oni, donc les Oni, ce sont des démons et tout. C'est hyper bien fait. Le dessin, c'est du dessin de shonen. Hein. Vous savez, pour être publié au Japon, il faut respecter un certain nombre de normes, donc le dessin, la trame, le côté héros se dépassant et tout. Et là, du coup, en termes de dessin, hop, là, si vous regardez en direct comme ceci, si vous regardez en replay, ben du coup, je vous ai mis quelques images d'illustration. C'est un beau dessin, un dessin de shonen classique, et l'histoire est vraiment bonne. C'est un shonen efficace, c'est-à-dire on se pose pas trop de questions, on rentre directement dans l'action. Donc on découvre le gamin là notre héros Shiki, c'est un lycéen, il vient de se faire renvoyer de son école. Vous avez les ah excusez-moi, je perds mes mots. Le clan Momotaro qui vient de l'attaquer parce que c'est un descendant d'Oni, donc directement ça clash, il y a de la baston. Si vous avez aimé le genre entre Tokyo Revenger, Jujutsu Kaisen, bonsoir Mélissa. Si vous aimez bien ce genre de shonen, de manga d'aventure et d'action, foncez. Hein. Et pour la sortie, Kana a été plutôt sympa. Donc vous aviez soit les 2 volumes simples ou un petit coffret collector avec à l'intérieur 2 jaquettes réversibles et des ex-libris. En termes de tarifs, c'est pas plus cher que ça. Souvent, quand il y a des coffrets collector, ça peut grimper beaucoup plus cher pour pas grand-chose. Quand je vois par exemple le dernier coffret qu'il y a eu pour Solo Leveling, il y avait une différence entre acheter le manga tout court et acheter le manga collector avec les quelques petits goodies qu'il y avait à l'intérieur. Là, non. Vous payez peut-être 2-3 euros en plus pour le petit coffret, les jaquettes réversibles, les ex-libris. Je trouve ça raisonnable. Vraiment, c'était la petite surprise de ce mois de février en termes de shonen. Vraiment bien fait. Il y a aussi un petit côté
Chainsaw Man à l'intérieur parce que sans trop vous dévoiler ce qui va se passer, donc notre jeune héros va découvrir donc qu'il appartient, qu'il a du sang d'Oni, donc à partir de là, le sang a un rôle très important en fait. C'est à partir du sang en fait qu'il va activer ses capacités, ses pouvoirs et pouvoir avancer et développer ses pouvoirs. Et il y a un petit côté Tokyo Ghoul à l'intérieur qui est vachement sympa. Mais ça, et même un petit peu Chainsaw Man. Bonsoir Fabien. Et ça, du coup, j'en dis pas plus. Je vous laisse vraiment le découvrir. C'est vraiment un shonen à conseiller à partir du collège, lycée, même un peu plus grand. C'est vraiment un bon moment. Vraiment, 2 volumes de sortie pour le moment. Moi, j'ai vraiment hâte de lire le 3e. C'est celui-ci. Vraiment. Togen Anki chez les éditions Kana. Le 2e conseil manga que je vous recommande ce soir, attention pour mon anglais, Four Knights of the Apocalypse. Donc les 4 chevaliers de l'Apocalypse. C'est un manga donc qui est aussi, on a eu le plaisir en France d'avoir les 2 premiers volumes pour le lancement de la série. On en est à 5 volumes au Japon. Si le dessin vous dit quelque chose, c'est normal. C'est un shonen fait par Nabaka Suzaki. Ouais, j'essaie d'améliorer mon japonais. Et c'est entre autres l'auteur de Seven Deadly Sins, Axel Blizzard et Kongo Bancho. Donc du coup, ce manga, Four Knights of the Apocalypse, se passe dans l'univers de Seven Deadly Sins. On va pas dire que c'est une suite directe, là pour le moment, ça on peut pas le dire, mais c'est dans le même univers. Et du coup, on va retrouver donc un petit personnage qui évolue dans le monde de Seven Deadly Sins. Mais avant d'en parler, je vous lis le petit résumé. Percival vit seul avec son grand-père Bagis, au sommet d'une haute montagne nommée le Doigt Divin. Il y mène une vie heureuse, préservée du monde extérieur. Mais le jour de ses 16 ans, son destin bascule. Un mystérieux guerrier... Bonsoir Sophie. Bonsoir Didinette. Un mystérieux guerrier à l'armure rouge s'en prend violemment à lui et à son grand-père. En effet, ce chevalier sacré de Camelot est chargé d'éliminer quiconque s'apparenterait aux Four Knights of the Apocalypse. Ouais, toujours cet anglais formidable. Un groupe de cavaliers qui, d'après la prophétie, apparaîtra pour renverser le roi Arthur. Laissé pour mort, Percival survit à ses blessures et décide de partir en quête de vengeance et d'aventure. Alors, manga, pour le moment, que je conseillerais, fin d'école primaire, début du collège et pour les plus grands, même si ça se passe dans le monde de Seven Deadly Sins, gros shonen paru aussi aux éditions Pika. Si on ne l'a pas lu, par exemple, moi, j'ai pas plus lu que ça, Seven Deadly Sins, je sais de quoi ça parle, je connais le principe et tout, mais je suis pas allé jusqu'au bout. Et ben, quand j'ai lu celui-ci, j'ai pas du tout été perdu. C'est un univers qui est déjà là, qui est construit, mais on peut le découvrir. Salut Dimitri! C'est un univers qu'on peut découvrir en même temps que on découvre cette nouvelle aventure. Sur ces 2 volumes, ça se lit vite, c'est assez efficace. On s'attache rapidement au personnage. Le personnage de Perceval est un jeune garçon très attachant. Il a 16 ans. Il fait beaucoup plus jeune que son âge. Donc, il a un petit côté un petit peu vulnérable, super costaud. On va découvrir très vite qu'il a une destinée de héros de shonen, donc hors norme. Et les personnages qui vont l'accompagner sont très attachants. L'univers est bien fait. Graphiquement, on reconnaît directement la patte de l'auteur. Je veux dire, quand on a lu Seven Deadly Sins, Axel Blizzard ou même Kongo Bancho, qui était sorti aux éditions Kana, on reconnaît immédiatement le style de dessin. Hop là. Et vraiment, l'histoire est menée de tambour battante. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le mélange aussi... avec tout ce qui est légende arthurienne. Vous avez entendu, le personnage s'appelle Percival, il y a plein de chevaliers, le roi de ce royaume s'appelle Arthur. On découvre très rapidement au fur et à mesure que le roi Arthur n'est pas un roi... c'est pas un roi vertueux, j'irai pas plus loin dans les explications. On le dit derrière la 4e, mais je vous ai pas lu certains passages pour que vous ayez certaines surprises lors de la lecture de ces 2 premiers tomes. Et c'est une agréable surprise. Les 2 premiers volumes lancent bien l'histoire, rendent les personnages assez attachants, et du coup on se dit, ah ben, on a vraiment envie d'aller plus loin, de voir comment ça va évoluer, de se dire, ben,
qui sont ces 4 cavaliers de l'Apocalypse, comment ça va évoluer, qui sont les personnages, parce qu'il y a certains personnages que l'on voit, qu'on ne voit pas, ou qu'on évoque, ça suscite directement un bon intérêt. Et est-ce que ça m'a donné envie de lire aussi Seven Deadly Sins du coup? Je dirais que je suis partagé. Certes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai pas lu Seven Deadly Sins en entier, mais est-ce que j'ai eu une envie de lire le manga pour mieux comprendre l'univers? Non. Pour le moment, je n'en ai pas besoin. En faisant mes recherches sur ce manga, je me suis rendu compte qu'il y a un film, Seven Deadly Sins, et ce personnage de Percival, a priori, apparaît. Donc du coup, il apparaît déjà dans l'univers. Si on a déjà vu l'anime, on n'est pas totalement perdu. Mais si on débarque et qu'on a envie de lire un shonen classique, frais, avec un dessin très agréable, Fortnite of the Apocalypse tient ses promesses. Bonsoir Loïc. Et j'avais dit fin d'école primaire, début du collège pour celui-ci. Je vais monter à début du collège parce que l'auteur dans Seven Deadly Sins, il y avait certains passages qu'on va qualifier de fanservice. Si vous ne savez pas la définition de fanservice, on va dire que ce sont des moments où les personnages féminins sont très peu vêtus, où il y a des petits passages, on va dire, un petit peu fripons, sans aller dans l'exagération et tout, mais qui pourraient heurter la sensibilité de notre très 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 jeune public. Donc du coup, c'est vraiment une œuvre que je recommande milieu de collège jusqu'à ce que vous ayez envie de lire du shonen. Mais vraiment, Fortnite of the Apocalypse, bonne surprise. Vraiment très 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 bonne surprise. Le petit conseil comics, du coup, ce soir, c'est un bouquin que j'adore et j'ai changé ce conseil à la dernière minute, en fait. J'avais prévu autre chose pour ce soir, mais avec l'actualité, j'avais envie de faire un petit clin d'œil à l'actualité. C'est Superman Red Son. Donc Superman Red Son, histoire complète parue chez Urban Comics. C'est une histoire en fait où dans un monde alternatif, un Elseworld, où Superman aurait, au lieu d'atterrir aux États-Unis, atterrirait en Ukraine, justement. Donc je vous lis le petit résumé derrière. Ukraine, 1938, une fusée s'écrase en pleine campagne. À son bord, un bébé qui va rapidement être adopté par un couple de fermiers. Des années plus tard, l'enfant a grandi au sein du régime stalinien. Il devient alors le héros des travailleurs et sa fierté de l'État soviétique. Son nom, Superman. Mais lorsque Joseph Staline meurt, c'est à cet homme de fer qu'il incombe de diriger et de faire fructifier un empire à l'abandon. Donc du coup, le principe, c'est au lieu que Superman atterrisse aux États-Unis, il atterrit en Ukraine dans un régime soviétique. Et ce comics est juste excellent. En termes de revisitation d'une légende connue et au lieu de l'avoir mis dans un monde capitalisme, au lieu de le mettre dans un régime communiste, c'est juste génial. En effet, Dylan, il a été adapté en film d'animation, je crois que c'était en 2000, si je dis pas de bêtises, j'avais noté ça quelque part. Oui, il y a eu un film d'animation en 2000. Et le film d'animation est sympa, mais moi j'ai du mal avec les animations, enfin les adaptations de l'univers DC Comics en animé, parce que bien souvent des fois il y a une espèce de petite trahison. Sur Red Son, je l'ai pas vu en entier, donc je pourrais pas te dire si l'histoire correspond parfaitement, mais par exemple tu as des animes comme Killing Joke, où tu as un manga, c'est juste un manga parfait, enfin un manga, je suis fatigué, bon. Des comics, un comics parfait de A à Z, et l'adaptation anime, les scénaristes ont pris certaines libertés, se sont permis de rajouter certaines scènes, certaines relations humaines qui n'avaient pas lieu d'être. Enfin bref. Donc pour revenir sur Red Son, ce qui est vraiment captivant en fait, c'est de voir comment les personnages vont évoluer. Du coup, sans trop aller dans l'histoire,
L'évolution de, par exemple, de Batman, donc du coup, qui lui est américain, et de l'autre côté, quel va être son ressenti à travers Superman, c'est hyper bien développé parce qu'il va se passer quelque chose avec Superman qui va faire, enfin avec Batman qui va faire que est-ce qu'il va aimer ou pas Superman? Ça, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir si vous avez envie de tenter l'aventure. Il y a aussi Wonder Woman qui est très présente dans l'histoire. Est-ce qu'elle a un attachement particulier avec Clark, avec Superman? Est-ce qu'elle sera de son côté et tout? Et l'un des personnages les plus travaillés pour moi dans ce comics, c'est Lex Luthor. Lex Luthor, donc, je pense que je ne gâche rien en disant que c'est le némésis de Superman, c'est son meilleur ennemi, c'est son ennemi par excellence. Si Batman a le Joker, Superman c'est Lex Luthor. On est dans un monde américain où il n'y a pas de Superman, il est de l'autre côté. Comment est-ce qu'il va réagir? Comment est-ce que ça va interagir ces deux personnages-là? Et c'est hyper bien travaillé. Il faut savoir, je vous ai pas présenté l'équipe, mais l'équipe qui a dirigé ce, euh, ce comic, cette histoire complète. Donc vous avez Mark Millar au scénario. Mark Millar, on lui doit tellement de bonnes choses. On lui doit entre autres les Ultimate Spider-Man, on lui doit du Wolverine, on lui doit Wanted, on lui doit ce qu'on appelle le Millar World, c'est-à-dire à partir de ses comics, en fait, il a développé toute une galaxie, aussi bien BD que film, série. Vous avez par exemple Jupiter Legacy qui a été adapté sur Netflix. C'est un scénariste de génie. Si un jour vous avez l'occasion de lire Ultimates, je crois que j'en avais déjà parlé l'année dernière lors d'un Idriss conseil. Ultimates, donc c'est les Vengeurs qui, au lieu de s'être formés dans les années 60-70, se sont formés dans les années 2000, donc dans notre monde et tout. C'est dans ce comics-là qu'il y a un Nick Fury noir, enfin, qu'il y a plein de choses. C'est un pur génie, Mark Millar. Quand il écrit du comics, quand il l'écrit bien, c'est un génie, parce que pendant un moment, il a écrit plein de comics. Enfin, là, c'est totalement subjectif. Ce que je vais vous dire, il y a pendant la période après les Jupiter Legacy, un petit peu avant, il y a beaucoup de choses qui sortaient hors Marvel et hors DC Comics. On avait l'impression de lire des storyboards pour dire bah voilà, là j'ai fait un truc, c'est sympa. Netflix, Prime, Amazon, n'importe qui, acheter, ça va être adapté et tout. Moi, je trouve que des fois, il s'est un petit peu perdu. Mais quand on lit ses meilleurs récits, que ce soit sur Ultimate Fantastic Four, sur Ultimates, sur même Wonder Woman, il a repris Wonder Woman dans les années 2000, il a fait du Juge Dredd, les The Authority, enfin, il a fait tellement de bons comics que c'est une valeur sûre. En termes sur le dessin de Red Son, on a droit du Dave Johnson et c'est du bon dessin. Moi j'aime bien. Attendez, hop, je choisis une page pour vous montrer là en direct. Si vous regardez en replay, j'ai déjà dû commencer à vous mettre des images. Hop. Du comics. Et donc du coup c'est vraiment bien fait. Par contre on passe un excellent moment. C'est une histoire complète. C'est bien développé, on s'ennuie pas, ça se lit d'une traite. Et même si le comics commence à dater, hein, il a déjà quelques années, moi je trouve qu'il vieillit bien. Vous avez certains comics, quand on les relit avec le temps, même si on a essayé de décontextualiser, de mettre hors temporalité. Là, le fait que ça se passe dans un monde alternatif, qu'on parle du côté bonsoir Ziad, qu'on parle d'un régime soviétique, de Staline et tout ça, moi je trouve que c'est hyper bien fait. Et sans vouloir polémiquer avec ce qui se passe en ce moment entre l'Ukraine et la Russie, et peut-être bonsoir Muriel, et le manque de réponse peut-être, enfin pour le moment le manque de réponse des Occidentaux. Ce comics-là, moi je vous invite à le lire juste pour réfléchir si une puissance que l'on connaît du monde occidental bascule de l'autre côté, comment va se passer l'équilibre de ce monde. Et c'est de super analogies en fait. Il y a de très belles paraboles politiques dans ce comics qui n'est pas qu'une histoire où Superman a atterri en Ukraine, pays communiste. Donc si vous avez envie de vous faire une petite lecture comics, un petit peu de réflexion un peu géopolitique,
Superman Red Son aux éditions Urban Comics. C'est un bon conseil pour ce week-end. Et ce soir, il y a un seul petit conseil en bande dessinée. Parce que moi, j'aime bien en fait. Alors, j'aime pas tout ce qu'ils font, mais celle-ci, j'ai bien aimé. C'est Demain, donc aux éditions Delcourt. C'est une BD qui est sortie en janvier de cette année. C'est de la BD SF et la paire qui nous a fait ça, c'est Léo et Rodolphe. Si vous êtes un habitué de la bande dessinée, Léo et Rodolphe, ce sont des noms qui vous parlent parce qu'on leur doit Centaurus, Ultime Frontière, Europa. Léo à lui tout seul, c'est lui qui a fait Aldébaran, Betelgeuse, Antares, Kenya, tout ça. Enfin bref, Léo, c'est un monstre de scénariste en SF. Rodolphe l'accompagne souvent sur les dessins. Et là, ce qui est agréable, c'est sur cette BD-ci, c'est en 2 temps en fait. Je vous lis le résumé et je vous en parle un peu après. Demain, dans un monde dévasté par les guerres et les épidémies, Fleur et son père fuient en quête d'un havre de paix. Demain, sous un grand ciel bleu, Joe vit le rêve américain d'un étudiant des 60s jusqu'à ce qu'il se montre un peu trop curieux. Demain s'annonce étrange, inquiétant et parfois terrifiant. Très vite, en fait, à la lecture de cette BD, on se rend compte qu'il y a 2 groupes de protagonistes et que ça n'a pas l'air de se passer, on va dire, dans le même espace-temps et sur la même planète. Mais les histoires ont l'air d'être liées. Donc, on va suivre un groupe, en fait, de jeunes gens dans les années 60, des étudiants et tout, qui vivent leur vie comme elle peut être narrée dans plein de romans ou plein de films dans les années 60. Ça sent bon, on dirait Happy Days, ce genre de choses et tout. Donc des jeunes à l'université, tout ça. Et de l'autre côté, on vit dans un monde apocalyptique à la Mad Max. On voit un père et sa fille qui essaient de s'en sortir comme c'est pas autorisé. Mais ces 2 mondes vont commencer à rentrer en collision. Les personnages vont commencer à rentrer en contact. Et c'est hyper bien fait. Si vous aimez bien les séries SF, si vous aimez bien les séries comme les 100 ou... comment elle s'appelle cette série? Chérie, toi qui me regardes en direct comme... Ah, The Expanse. Si vous aimez bien les séries un peu à la The Expanse, c'est vraiment le genre de BD que vous allez apprécier. Léo, moi, ce que j'apprécie dans son travail, par exemple, si vous lisez Aldébaran, Betelgeuse ou Antares, il faudrait qu'un jour je fasse un spécial Léo pour vous en parler, parce que j'aime vraiment bien ça. C'est sa capacité à créer ses exoplanètes, son exo-univers, de créer son écosystème, comment ça marche. Mais c'est hyper bien fait. Autant j'aime Universal War One de Denis Barham, autant Léo, tout ce qui est Betelgeuse, Antares et tout, j'aime beaucoup. Et là, du coup, le fait de faire une bande dessinée dans notre monde contemporain, moi je trouve ça hyper bien fait. Certains pourront me dire, oui, mais Idriss, si tu lis Kenya, Nanibi, ça se passe quand même dans notre monde. Oui, mais là, on est dans les années 70 et je suis peut-être un peu fan de cette période par plein de films et tout ça, mais il y a un petit côté hyper agréable en fait. C'est pas un moment où on attend les hanches. On pense à Léo, on pense à création de planètes, d'univers dans l'espace, des créatures grands comme des dinosaures. On le voit pas. Je le vois pas s'explorer dans les années 60. Et c'est hyper bien fait. Et le fait qu'il fasse une jonction parfaite entre notre monde qu'on a connu dans les années 60-70 et cette espèce de monde à la Mad Max et tout, c'est hyper bien fait. En termes de dessin, donc c'est du Rodolphe en mode BD franco-belge. Moi, j'aime beaucoup. En tout cas, c'est pas déplaisant à lire et à regarder. Donc là, vous avez vu, là, hop, je vous ai montré, c'est une page version année 60s. Et là, regardez, hop. Là, c'est le petit côté Mad Max, monde apocalyptique. Et vraiment, la BD se lance bien, tout est agréable. Et c'est l'une des choses que je regrette avec Léo, c'est que ça se lit bien, ça se lit vite, c'est efficace. Mais ça se lit trop vite, c'est une BD, donc on le lit beaucoup trop vite. Et le temps d'attente entre 2 tomes, parfois, peut être long, très long. Une année et demie,
C'est la seule petite chose que je pourrais reprocher à cette bande dessinée, c'est que elle est bien, elle me donne faim, elle me donne envie de la lire, mais je vais être frustré parce que ça va vite, ça va vite me manquer. Mais si jamais c'est le cas et que vous tombez sur la lecture de demain, vous lisez Léo, enfin demain, vous avez jamais lu de Léo, fait, ah ben je vais commencer par demain, et que le premier tome il vous a plu, je peux que vous inviter à essayer Ultime Frontière aussi, de la même paire d'auteurs, c'est une histoire complète en 5 volumes, où on va suivre dans une espèce de planète de un frère et une sœur qui sont shérifs et on va suivre leurs aventures. Donc imaginez une espèce de western spatial, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, un spatio-western, mais c'est hyper bien fait. C'est une paire que j'aime beaucoup. Vraiment, demain aux éditions Delcourt, si vous avez envie de vous faire une petite série SF, c'est vraiment une BD que je vous recommande. Donc les petits conseils de ce soir, donc c'était demain, donc aux éditions Delcourt, par Léo et Rodolphe. Si vous avez aimé celle-ci, je peux que vous inviter. Pour le moment, Annie, il n'y a qu'un seul volume de sortie pour demain. Et c'est ça un peu le côté frustrant parce que tu as envie de lire la suite. Et on va pas se mentir, Léo, en général, il écrit sur des séries. En général, c'est du 5 volumes. Hein, lui, il aime bien faire 5. Mais c'est bien, vraiment c'est bien. Donc demain chez Delcourt. En termes de comics, Red Son, vraiment, c'est une histoire complète. Même si vous n'êtes pas fan du Boy Scout, comme on a l'habitude de l'appeler, là vous découvrirez une version de Superman qui est totalement différente. Parce que le Clark Kent Superman que l'on connaît, ben, c'est un Clark Kent, un Superman élevé avec les valeurs américaines, occidentales. Le lourd Red Son, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Même si Clark Kent, il est quand même bon. Le personnage de Superman, version occidentale, il est très très bon. Il est altruiste et tout. Imaginez-le grandir avec des valeurs communistes, mais dans le sens noble en fait. Le partage, la renonciation à la richesse, tout ça, toutes ces valeurs d'humanité, de socialisme étymologiquement parlant, bien sûr, pas de ce que les politiques ont fait. Et imaginez ce que peut devenir un Superman comme ça qui va grandir comme ça et qui va devoir, à la mort de Staline, reprendre le pays en main. Et c'est juste génial. Les interactions avec les autres personnages que l'on connaît de l'univers DC Comics, c'est hyper agréable. Vraiment, Superman Red Son, histoire complète, pas trop cher en plus. Bon petit format, vous avez de quoi lire. Vraiment, c'était bien fait. Et en manga, vous avez Four Knights of the Apocalypse. Donc, dans l'univers de Seven Deadly Sins, on retrouve un jeune garçon, Percival, soupçonné d'être un de ces 4 cavaliers, et on va suivre ses aventures. Et enfin, nouveauté donc de ce mois-ci, Togananki, un shonen à mi-chemin, un mix entre Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Tokyo Ghoul. Si vous aimez bien l'action, la bagarre, et les shonen où il y a du combat et on se prend pas la tête, vraiment, Togananki, c'est fait pour vous. C'est vraiment la lecture shonen un peu baston, très agréable à lire. En plus, Kana a été sympathique avec les lecteurs, soit les versions simples, soit les versions avec le petit coffret. C'était mes petits conseils du soir. Merci à vous d'avoir été présent en ce vendredi soir. Si vous avez avoir été présent pour ce direct, ça me fait toujours plaisir. Si vous regardez l'émission en replay sur Facebook, ben merci à vous d'être passé par là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Soyez sages, lisez énormément et n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas à me demander. Vous pouvez me contacter sur Facebook ou Instagram pour échanger et tout. Et si vous habitez à l'île de la Réunion, n'hésitez pas à venir me voir dans la librairie dans laquelle je travaille, La Voie des Bulles à Saint-Denis. Je vous dis à bientôt tout le monde, passez un bon week-end. Allez, à la semaine prochaine.